Le soleil de Boulogne-Billancourt filtrait à travers les larges baies vitrées, projetant des rectangles de lumière froide sur le parquet impeccablement ciré. L'appartement de Stéphane Lefebvre était une vitrine de réussite moderne. Des meubles design aux lignes épurées, une palette de couleurs dominée par le gris, le blanc et le noir, et un ordre si parfait qu'il en devenait stérile. Chaque objet semblait avoir été placé par un décorateur d'intérieur, non par la main d'un habitant. Dans un coin du vaste salon, une collection de jouets coûteux était méticuleusement rangée, leurs emballages à peine usés, témoins silencieux d'une enfance solitaire. L'air lui-même semblait figé, chargé d'un silence lourd et impersonnel, celui d'un lieu où l'on vit sans vraiment y habiter, où la richesse matérielle ne parvenait pas à masquer un vide émotionnel abyssal. C était un foyer qui avait l'apparence de tout, mais la sensation de rien. Au petit matin, la porte de la chambre s'ouvrit doucement, laissant apparaître Camille. Contrairement à l'environnement, elle dégageait une chaleur naturelle, son regard empathique balayant la pièce. C'est alors qu'elle l'aperçut. Une petite silhouette cachée derrière l'angle du canapé, à peine visible. C était Léo, 7 ans, un garçonnet qui semblait flotter dans ses vêtements de marque. Il se tenait là, immobile, serrant contre sa poitrine une simple feuille de papier, comme s'il s'agissait d'un trésor ou d'un bouclier. Ses grands yeux marrons, habituellement perdus dans une observation silencieuse du monde des adultes qui l'ignoraient, étaient fixés sur elle avec une intensité poignante. Il était habitué à devenir invisible dès qu'une nouvelle amie de son père franchissait le seuil, une ombre discrète dans le décor glacial de sa propre maison, attendant que la visite se termine. Toutes les autres femmes étaient passées devant lui sans un regard, pressées de quitter cet appartement avant que la vie de famille ne s'y réveille. Mais Camille fut différente. Elle marqua un temps d'arrêt, son chemin vers la porte d'entrée brutalement interrompu par cette présence fragile. Un sourire sincère et doux naquit sur ses lèvres. Au lieu de poursuivre sa route, elle fit quelques pas vers le canapé et, dans un geste d'une simplicité désarmante, s'accroupit pour se mettre à la hauteur du petit garçon. Son regard ne le jugeait pas, il l'invitait. Doucement, elle désigna la feuille de papier qu'il tenait si fort. « Qu'est-ce que tu as dessiné de si beau ?» demanda-t-elle, sa voix basse et chaleureuse brisant le silence matinal. Sur le papier, un dessin d'enfant aux traits maladroits mais rempli d'espoir représentait 3 personnages se tenant par la main. Un homme grand, une femme et un petit garçon entre eux. Appuyé contre l'encadrement de la porte de la cuisine, une tasse de café à la main, Stéphane observait la scène. Il s'attendait à ce que Camille parte, comme toutes les autres. Mais ce qu'il vit le frappa de plein fouet, avec la violence d'une révélation. Il vit le visage de son fils, Léo, s'illuminer, une lueur de surprise pure, suivie d'une vague de joie timide et éblouissante, une expression qu'il n'avait pas vue depuis des années, peut-être même jamais. La gentillesse de ce simple geste, cette question anodine, venait d'exposer de manière brutale et implacable sa propre négligence. Il avait offert à son fils un confort matériel sans faille, mais avait oublié l'essentiel, le voir. Dans cet instant, toute sa vie de séducteur et d'homme d'affaires prospère lui parut vaine et vide. C'est incroyable, comme un simple moment de véritable attention peut tout changer. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, n'hésitez pas à vous abonner pour nous aider à continuer de partager ces récits qui parlent au cœur. Ce premier petit déjeuner à 3 fut une chorégraphie délicate d'émotions nouvelles. Assis à la table en marbre, Stéphane ne toucha presque pas à son croissant. Il était devenu un spectateur dans sa propre maison, observant la facilité déconcertante avec laquelle Camille interagissait avec Léo. Elle ne lui parlait pas avec la condescendance que certains adultes réservent aux enfants, mais avec un intérêt authentique, posant des questions sur ses dinosaures préférés et l'écoutant attentivement décrire la différence entre un T-Rex et un vélociraptor. Pour la première fois depuis des années, le silence du matin N était pas lourd, mais rempli des rires timides de son fils. Stéphane voyait un tableau qu'il n'avait jamais osé imaginer.
Une scène de normalité familiale qui lui paraissait à la fois merveilleuse et terrifiante, comme un trésor fragile qu'il avait peur de briser au moindre contact. Le souvenir d'Isabelle, la mère de Léo, remonta à la surface avec une violence sourde. Elle était partie il y a 4 ans, laissant derrière elle une note concise et un vide immense. Elle avait parlé d'étouffement, de l'incapacité à se conformer à une vie qu'elle n'avait jamais vraiment désirée. Stéphane n'avait jamais compris. Il lui avait tout offert, pensait-il. La sécurité, le confort, une vie sans soucis matériels. Mais il avait manqué l'essentiel, la même chose qu'il était en train de manquer avec son fils avant l'arrivée de Camille. La douleur de cet abandon l'avait pétrifié, le transformant en un homme qui collectionnait les rencontres sans lendemain pour ne plus jamais risquer de ressentir ce déchirement. Il avait construit une forteresse autour de son cœur, et Léo était involontairement devenu un prisonnier à l'intérieur de ces murs. Pourtant, il rappela Camille, non pas pour un dîner en tête-à-tête, mais pour une sortie au jardin d'acclimatation le week-end suivant. C'était une décision impulsive, dictée par l'image du sourire de Léo. En les regardant tous les deux sur le carrousel, leurs visages illuminés par le soleil d'automne et une joie simple, Stéphane sentit une fissure se former dans sa carapace. Il se surprit à rire avec eux, à participer à leur jeu, à oublier un instant le poids de sa solitude. Camille n'essayait pas de le séduire. Elle était simplement elle-même, une présence douce et stable qui semblait guérir les blessures invisibles de son fils par sa simple attention. Et en guérissant Léo, elle commençait, sans le savoir, à le guérir lui aussi, une pièce à la fois. Les semaines qui suivirent furent une succession de moments précieux et inédits. Des après-midi passés à construire des châteaux en Lego qui envahissaient le salon. Des soirées où Camille lisait des histoires à Léo avant de dormir, sa voix apaisante emplissant l'appartement d'une chaleur nouvelle. Stéphane observait, apprenait et tentait maladroitement de participer. Il se rendit compte qu'il ne connaissait pas le nom du personnage préféré de son fils, ni sa couleur favorite. Chaque nouvelle découverte était à la fois une joie et un coup de poignard. Le rappel constant de ces années d'absence émotionnelle. Lentement, l'appartement stérile commençait à ressembler à un foyer. Les dessins de Léoenne étaient plus cachés, mais fièrement aimantés sur le réfrigérateur, éclaboussures de couleurs vives dans la mer de gris et de noir. Le lien entre Camille et Léo se tissait avec une force et une évidence qui dépassaient tout ce que Stéphane aurait pu anticiper. L'enfant, autrefois une ombre silencieuse, se mit à parler davantage, à poser des questions, à chercher le contact physique. Il prenait spontanément la main de Camille dans la rue, se blottissait contre elle sur le canapé pendant un dessin animé. Cette affection grandissante était la plus belle chose que Stéphane ait jamais vue, mais elle réveillait aussi ses démons les plus profonds. Chaque geste de tendresse entre eux était un rappel de ce qu'il avait perdu avec Isabelle et de ce qu'il pouvait perdre à nouveau. La peur, irrationnelle et viscérale, commença à s'insinuer en lui, et si Camille partait, elle aussi, laisser Léo s'attacher ainsi, n'était-ce pas le préparer à une nouvelle souffrance? Un soir, la crise éclata. Léo se réveilla en hurlant, prisonnier d'un cauchemar. Stéphane se précipita dans sa chambre, mais l'enfant, en larmes et tremblant, ne cessait d'appeler un seul nom, Camille. Elle était restée dormir cette nuit-là et arriva, encore ensommeillée, pour prendre le petit garçon dans ses bras et le calmer avec des mots doux jusqu'à ce qu'il se rendorme. Stéphane resta figé sur le seuil, le cœur glacé. Il n'était plus le refuge de son propre fils. Il avait été remplacé. La peur s'est transformée en une panique froide, une certitude erronée qu'il était en train de perdre son fils une seconde fois. C'est terrible de voir comment une vieille cicatrice peut infecter une nouvelle chance de bonheur. Si vous croyez, comme nous, que ces histoires méritent d'être racontées, votre abonnement est le plus beau des soutiens. Dès le lendemain, un mur invisible se dressa. Stéphane devint distant, presque froid. Il prétexta des réunions tardives, des voyages d'affaires imprévus. Il répondait aux messages de Camille par des phrases courtes, évitant ses appels. Il se persuadait qu'il agissait pour le bien de Léo.
qu'il devait le protéger d'un attachement trop rapide, trop dangereux. En réalité, il se protégeait lui-même. Il sabotait ce bonheur naissant parce qu'il lui semblait trop beau, trop fragile pour être vrai. Il préférait le détruire lui-même plutôt que de vivre dans l'angoisse de le voir s'effondrer. L'appartement retrouva son silence pesant et Léo, sentant le changement de manière instinctive, redevint l'enfant observateur et inquiet qu'il était auparavant, son cahier de dessin de nouveau son seul confident. Camille, cependant, elle n'en était pas comme les autres. Elle sentait la peur de Stéphane derrière sa froideur. Elle aurait pu partir, blessée et confuse, mais quelque chose dans le regard de Léo l'avait ancrée à cette famille en devenir. Un soir, au lieu d'accepter une énième excuse, elle l'attendit dans son appartement. Quand il rentra, fatigué et surpris de la trouver là, elle ne lui fit aucun reproche. Elle le regarda simplement, avec cette empathie qui l'avait touché dès le premier jour, et lui posa la seule question qui comptait vraiment. « Dis-moi de quoi tu as si peur, Stéphane. Ne nous fais pas ça, ne te fais pas ça. » Ces mots « haine » étaient pas une accusation, mais une main tendue au-dessus du gouffre qu'ils creusaient entre eux. Cette question directe fit voler en éclats le déni de Stéphane. Il s'effondra, non pas physiquement, mais intérieurement. Pour la première fois depuis le départ d'Isabelle, il parla. Il raconta la blessure, l'humiliation, la terreur de voir l'histoire se répéter, mais cette fois à travers les yeux de son fils. Il avoua sa propre lâcheté, sa conviction d'être un père défaillant, incapable de protéger son enfant de la douleur. Camille écouta sans l'interrompre, son silence et sa présence étant le baume le plus réconfortant. Elle ne lui offrit pas de solution miracle, mais une simple vérité. « Tu n'es pas seul pour affronter ça, Stéphane. Laisse-moi t'aider. » Il faut un courage immense pour affronter ses propres fantômes. Partager ses récits de résilience est notre mission, et chaque nouvel abonné nous aide à la poursuivre. Après cette conversation, Stéphane tenta de baisser la garde, mais la dynamique avait été ébranlée. Léo, ayant perçu la tension puis la fragile réconciliation, entra dans une phase de test. Habitué à ce que les femmes de la vie de son père disparaissent, il s'attendait inconsciemment à ce que Camille fasse de même. Il commença à la provoquer, à désobéir, à faire des colères pour des riens. Ce haine n'était pas de la méchanceté, mais une question désespérée déguisée en caprice. « Si je suis insupportable, est-ce que tu m'aimeras encore? Est-ce que tu resteras ?» Chaque crise était un test de la solidité de leur nouvelle structure familiale. Une façon pour l'enfant de chercher une réassurance qu'il ne savait pas comment demander avec des mots. Cette nouvelle épreuve mettait la patience de tout le monde à rude épreuve. Un après-midi, dans un supermarché, Léo piqua une crise spectaculaire parce que Camille avait refusé de lui acheter un paquet de bonbons. Il se jeta par terre, hurlant, sous le regard désapprobateur des autres clients. Stéphane se sentit submergé par la honte et l'impuissance. Une partie de lui, la partie blessée et effrayée, y vit la confirmation de ses craintes. C'était trop compliqué, il n'était pas prêt, il allait faire souffrir tout le monde. Il attrapa Léo par le bras avec plus de fermeté que nécessaire, son visage dur et fermé, murmurant à Camille « Tu vois, ça ne marche pas ». La tension était de nouveau palpable, plus lourde que jamais. Le soir même, l'atmosphère à la maison était électrique. Léo, sentant la colère et la déception de son père, resta prostré dans sa chambre. Stéphane, lui, faisait les 100 pas dans le salon, ruminant ses pensées sombres. Il était sur le point de tout gâcher, de se replier une fois de plus dans sa forteresse de solitude, convaincu que C était la seule option sûre. Il voyait le comportement de son fils non pas comme un appel à l'aide, mais comme un signe que sa présence et celle de Camille étaient une source de chaos. La peur l'aveuglait, l'empêchant de voir que Léo ne les rejetait pas, mais qu'il testait désespérément les limites de leur amour, cherchant à savoir si ce nouveau bonheur était assez solide pour résister à ses propres tempêtes. Camille a tenté de raisonner avec lui, de percer l'armure de glace qu'il avait de nouveau érigée. Mais la peur de Stéphane était un poison qui avait déjà contaminé sa logique. Dans un murmure qui se voulait protecteur mais qui n'était que lâche,
Il a prononcé les mots fatidiques. Ce serait peut-être mieux de faire une pause, Camille, pour Léo. Il était convaincu d'agir pour le bien de son fils, de le préserver d'une future peine. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Léo se tenait juste derrière le mur du couloir, son petit corps figé par l'horreur. Il n'a pas compris la complexité de la peur de son père. Il n'a entendu qu'une seule chose, une sentence terrible et sans appel. Sa présence, ses crises, ses besoins étaient la raison pour laquelle la seule personne qu'il avait vraiment vue était sur le point de partir. Se sentant comme le fardeau qui brisait ce fragile bonheur, Léo a pris une décision avec la logique simple et écrasante d'un enfant de 7 ans. Il devait disparaître pour que tout s'arrange. Il n'a pas pris de jouets ni de vêtements. Il a simplement marché jusqu'à sa chambre, a soigneusement posé sur son lit le seul trésor qu'il pensait avoir de la valeur, le dessin que Camille avait complimenté le tout premier jour, celui des 3 silhouettes se tenant la main. C était à la fois un adieu et un testament de son espoir brisé. Quand Stéphane, après le départ silencieux et blessé de Camille, est entré dans la chambre pour trouver le lit vide et ce simple morceau de papier, la panique a remplacé la peur. Une panique pure, viscérale, qui a balayé toutes ses constructions mentales. Son fils N n'était plus là. Le silence de l'appartement est devenu assourdissant. Chaque seconde est étirant en une éternité de culpabilité. Stéphane a appelé Camille, sa voix brisée par une angoisse qu'il ne cherchait même plus à cacher. La dispute, les peurs, tout cela s'est évaporé face à la réalité terrifiante d'un enfant seul, dans la nuit. Ensemble, ils ont commencé à le chercher, courant dans les rues froides de Boulogne, leurs appels se perdant dans le bruit de la ville. Pour Stéphane, chaque coin de rue vide était un coup de poignard, chaque silhouette d'enfant au loin, un faux espoir cruel. Toute sa vie, il avait fui la douleur de l'abandon. Et maintenant, par sa propre faute, il vivait la terreur ultime, celle d'avoir abandonné son propre fils à la solitude et au danger. La peur de perdre Camille N était plus rien comparée à celle, bien réelle, de perdre Léo pour toujours. Ils l'ont finalement trouvé dans le petit parc, près de l'école, une silhouette minuscule, assise sur un banc sous la lueur blafarde d'un lampadaire. Il ne pleurait plus. Il semblait juste vide, recroquevillé sur lui-même pour se protéger du froid et du chagrin. Stéphane s'est approché lentement, son cœur battant à tout rompre. Il ne ressentait aucune colère, seulement une vague de remords si puissante qu'elle lui coupait le souffle. Il s'est agenouillé devant son fils, posant ses mains sur ses petites épaules tremblantes. Pour la première fois, il n'a pas cherché à se protéger. « Ce n'est pas ta faute, mon fils », a-t-il dit, sa voix étranglée par les larmes. « C'est la mienne. J'ai eu si peur de te voir souffrir à nouveau que c'est moi qui t'ai fait du mal. Je t'aime. » Les mots, simples et vrais, ont libéré quelque chose en lui, une vérité qu'il avait gardée enfermée pendant des années. Levant les yeux vers Camille, qui se tenait juste derrière, le visage baigné de larmes, il a achevé de briser sa forteresse. « Et je t'aime, toi aussi, » a-t-il ajouté, sa voix en étant plus qu'un souffle. « S'il te plaît, aide-nous à être une famille. » Ce « N » n'était pas une demande, mais une reddition totale, l'aveu qu'il ne pouvait pas y arriver seul, qu'il ne le voulait plus. Camille s'est agenouillée à ses côtés, sans un mot, et a enlacé le père et le fils dans une étreinte qui les englobait tous les trois. Sur ce banc de parc, dans le froid de la nuit, les 3 silhouettes du dessin n'étaient plus un rêve d'enfant, mais une promesse en train de naître, fragile mais incroyablement réelle. Le retour à l'appartement se fit dans un silence qui n'avait rien à voir avec les silences pesants d'autrefois. C était un silence de recueillement, presque sacré, empli des émotions brutes qui venaient de se déverser sur ce banc de parc. Stéphane tenait la main de Léo, non plus avec l'autorité distante d'un père, mais avec la tendresse d'un homme qui avait failli tout perdre et qui mesurait désormais le poids de ce petit contact. Camille marchait de l'autre côté, sa présence une ancre tranquille dans la tempête apaisée. Une fois à l'intérieur, personne ne parla de se coucher. Camille prépara un chocolat chaud pour tout le monde. Et ils s'assirent tous les 3 sur le canapé, blottis les uns contre les autres. Le grand salon design, autrefois si froid,
semblait pour la première fois réchauffé de l'intérieur, protégé par la bulle fragile de ce nouveau départ. Les mois qui suivirent transformèrent l'appartement autant que ses habitants. Le gris et le noir reculèrent, chassés par les couleurs vives des dessins de Léo, qui recouvraient désormais le réfrigérateur comme une galerie d'art personnel. Des cadres photos apparurent sur les murs, immortalisant des éclats de rire lors d'une sortie en forêt ou un pique-nique improvisé au bord de la Seine. Stéphane avait réappris à vivre. Il ne fuyait plus son foyer, il s'y hâtait. Les réunions tardives devinrent l'exception, la règle étant les batailles de Lego sur le tapis du salon ou les devoirs faits ensemble à la table de la cuisine. Il découvrit la joie simple de préparer un repas avec Camille, leurs gestes se synchronisant dans une danse familière, pendant que Léo leur racontait sa journée d'école. Le vide avait été comblé, non par des objets, mais par la symphonie douce et chaotique de la vie de famille. Le changement le plus spectaculaire était visible chez Léo. L'ombre silencieuse avait laissé place à un petit garçon expressif et confiant. Il ne se cachait plus derrière son carnet de dessin. Il le brandissait fièrement pour montrer ses dernières créations. Ses rires, autrefois timides, résonnaient maintenant librement dans l'appartement. Il n'avait plus besoin de tester les limites de l'amour qui l'entourait, car il le sentait inconditionnel, solide comme un roc. Un soir, alors que Stéphane le bordait, Léo lui murmura, avec la simplicité désarmante de l'enfance, « Je suis content que Camille soit restée ». Dans cette simple phrase, Stéphane entendit, elle, écho de sa propre rédemption. Il n'avait pas seulement trouvé l'amour pour lui-même, il avait offert à son fils le cadeau le plus précieux, la certitude d'être au centre d'un foyer stable et aimant. 2 ans plus tard, l'appartement bourdonnait d'une joyeuse agitation. C'était le 9e anniversaire de Léo, et la maison était remplie des cris et des rires de ses amis. Stéphane, un sourire apaisé aux lèvres, portait un plateau de gâteaux, tandis que Camille, dont le ventre arrondi annonçait une nouvelle vie, organisait un jeu de piste dans le salon. Le chaos était total, magnifique, vivant. Sur le mur du couloir, dans un cadre sobre, était accroché le dessin original de Léo. Les 3 silhouettes maladroites, se tenant par la main, ne l'étaient plus un espoir fragile, mais le plan fondateur de leur bonheur. Ces histoires nous rappellent à quel point un simple instant de véritable connexion peut tout changer. Si le récit de cette reconstruction vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour nous permettre de continuer à partager ces témoignages d'espoir.